Bonsoir Valérie Ayé. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne, présidente du groupe Renew. C'est le groupe macroniste au Parlement de Bruxelles. On va évidemment parler d'Europe, on va parler politique, on va parler de la présidentielle, des municipales, mais évidemment, on va commencer par la mort de Quentin de Ranc. C'est l'information de la soirée. 4 suspects ont été interpellés et parmi ces 4 figure Jacques-Élie Favreau, qui est l'assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud, fondateur de la Jeune Garde, ce groupuscule d'ultra-gauche. Quelle est votre réaction ? D'abord, je voudrais dire mon émotion à la suite de l'assassinat abject de Quentin. Et évidemment, la manière dont ça s'est passé, le fait qu'il ait été tabassé délibérément pour porter la mort, est terrible. Je voudrais dire ma compassion et mes condoléances à sa famille, à ses proches, et souhaiter évidemment que la police et la justice fassent leur travail. Elle a commencé à le faire. Absolument. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui en France en particulier, c'est le climat de violence nourri par certains responsables politiques, et en particulier LFI, effectivement. Mais je ne voudrais pas... Là, on est tous sous le choc, évidemment, à la suite de l'assassinat de Quentin. Je pense, il y a 13 ans, à Clément Méric, qui avait été assassiné dans la même situation. Les responsabilités étaient inversées. Donc oui, il y a une réalité en France, il faut le dire clairement. L'extrême gauche et l'extrême droite tuent. Est-ce que pour vous, Raphaël Arnaud, député aujourd'hui, doit être mis en retrait ? Qu'est-ce que vous attendez comme conséquence politique du groupe insoumis, précisément ? D'abord, la justice doit faire son travail, la police doit faire son travail, évidemment. Ensuite, je pense que la décision qu'a prise Yaël Braun-Pivet de suspendre l'accès de cet assistant parlementaire à l'Assemblée nationale était la bonne décision. Là, il va sans doute dès ce week-end, devoir en répondre devant les tribunaux. Je pense que LFI doit assumer une responsabilité et, à minima, le temps de l'instruction, suspendre Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, il est le fondateur de ce groupuscule d'ultra-gauche, dont tous les témoignages convergent sur la responsabilité. Avant d'être investi par LFI. Absolument. Donc LFI l'a investi en connaissance de cause, évidemment, avec tout ce que ça implique de violence, d'appel à la violence. Et aujourd'hui, on le voit, la justice le démontrera et l'enquête doit être menée. Pas démission pour vous. Suspension. Alors, c'est la responsabilité de chacun des élus de démissionner. Mais vous le souhaitez, Madame la députée ? Je le redis, c'est en son âme et conscience qu'il doit prendre ses responsabilités. Moi, je pense que la responsabilité du parti LFI aujourd'hui, du groupe LFI aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est à minima la suspension. Pourquoi pas l'exclusion ? Mais en tout cas, la suspension, le temps de l'instruction. Pourquoi pas l'exclusion, vous dites ? Et que les responsabilités soient assumées. On voit aujourd'hui, il faut que LFI clarifie la situation. On voit de l'ambiguïté depuis un certain nombre d'années, des appels d'une violence verbale, des appels à la violence parfois qui sont avec plus ou moins d'ambiguïté. Je vous rappelle quand même un certain nombre de manifestations qui ont eu lieu ces dernières années, avec des mises à mort symboliques, avec des effigies, certes, mais ça a un sens. Et on voit dans aucun autre parti de gouvernement ce genre d'attitude. Donc, alors, il y a eu beaucoup de mots à l'Assemblée. Je vais vous en faire écouter certains. On a choisi de vous soumettre la réaction de Laurent Wauquiez pour Les Républicains. Aujourd'hui, l'extrême gauche a du sang sur les mains. Elle a du sang sur les mains quand elle qualifie le Hamas de mouvement de résistance. Elle a des sangs sur les mains quand elle a osé ici, dans cet hémicycle, avoir des députés d'extrême gauche qui ont applaudi l'un des leurs, Fiché S, qui a osé proclamer dans cet hémicycle « Vive la Jeune Garde ». Cette violence, c'est celle qu'a voulu Jean-Luc Mélenchon comme un outil politique, quand il a déclaré qu'il fallait tout conflictualiser. Quand il a osé, en s'adressant à des mouvements d'ultra-gauche, ultra-violents, leur dire « Continuez, Jeune Garde ». Vous reprendriez ces mots ? La stratégie de Jean-Luc Mélenchon, et Laurent Wauquiez l'a rappelé, c'est la conflictualisation. C'est aller chercher la haine, la division. Mais le Rassemblement national fait la même chose, avec des méthodes différentes. Mais simplement, il faut quand même rappeler cette situation. L'extrême droite et l'extrême gauche sont un danger pour la cohésion de la société. On parle de l'extrême gauche aujourd'hui, et moi je le dis clairement. LFI doit en tirer les conséquences. Et je dirais même... Ça veut dire que le Front républicain, je dirais même par Gabriel Attal, c'était... Le PS, la France, les écologistes, les communistes aujourd'hui. Il faut qu'ils tirent les conséquences de la situation aujourd'hui. Il y a les autres, et puis il y a vous, il y a la question de Nathalie sur le Front républicain en 2024. En actant la NUPES et le NFP en 2022 et en 2024, en fait, ces partis de gouvernement donnent crédit
à LFI et il faut cesser la duperie. C'est-à-dire que les électeurs de gauche, quand ils votent pour LFI, ils doivent avoir en tête qu'un vote LFI n'est pas un vote de gauche. C'est un vote d'extrême gauche avec toute la radicalité que ça implique. Donc pour vous, c'est ni RN ni LFI? Plus jamais le Front républicain? Le combat contre les extrêmes aujourd'hui, il doit se faire contre LFI et contre le RN. Donc au municipal, aucune alliance possible, aucun vote possible, je veux dire au deuxième tour pour faire barrage au RN. Il faut tout faire pour éviter de se retrouver dans une situation où le RN et LFI sont dans une situation de deuxième tour et d'arrivée. Donc vous appellerez, là où les candidats du bloc central ne peuvent pas se maintenir, à aller à la pêche. C'est bien ça, pour être bien clair. Alors, ne pas voter. Je pense que la première des priorités, c'est de se battre, de se mobiliser pour qu'on ne soit pas dans cette situation qui serait catastrophique. Mais c'est difficile pour vous, cette municipale. Vous regrettez le Front républicain de Gabriel Attal a posteriori? C'était simplement il y a 2 ans. Oui, c'était il y a 2 ans. Et moi-même, j'ai défendu le Front républicain parce qu'à l'époque, l'enjeu majeur, c'était d'éviter que le Rassemblement national n'accède au pouvoir. Et donc, entre deux mots, il a fallu choisir. Aujourd'hui, on est dans une autre configuration politique. On a des échéances municipales, on a une échéance présidentielle. Et moi, je le redis, chacun doit prendre ses responsabilités. LFI, le Premier ministre l'a dit, faire le ménage dans ses rangs. Et je crois, la gauche de gouvernement, clarifier la relation avec LFI et assumer de dire qu'il ne doit y avoir plus aucun lien politique avec cette extrême gauche. Exactement. Aucune alliance possible. Les premiers mots de Jean-Luc Mélenchon nous parviennent. On se déshonore, dit-il, lorsque l'on frappe d'une manière qui comporte le risque d'infliger la mort. C'est suffisant? Je le redis, il y a les mots, il y a les actes. Il faut des actes et des décisions qui soient prises vis-à-vis notamment de M. Arnaud. Juste pour bien comprendre, donc plus de Front républicain, ça veut dire que pour vous, LFI et RN, c'est pareil? Vous mettez un signe égal? Aujourd'hui, je mets un signe égal. Oui. Je pense que ces deux partis sont dangereux pour la cohésion de la société. Et qu'il faut tout faire pour éviter de se retrouver dans une situation où on n'aura pas d'autre choix qu'un vote pour l'un ou l'autre. Rima Hassan peut continuer à faire des conférences dans les universités. Alors, selon vous, la décision appartient au président de l'université. Et le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et le Premier ministre ont rappelé la règle. Effectivement, cette liberté et responsabilité à chacun des responsables d'établissement de décider qui peut accéder, organiser des meetings ou pas dans ces locaux. Dès lors qu'il y a un trouble à l'ordre public, et on le voit là aujourd'hui, c'est la responsabilité. Certains chefs d'établissement ont autorisé, d'autres ont interdit. C'est à chacun de... Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que, compte tenu des derniers développements, il faut l'interdire. Interdire Rima Hassan. Mais là encore, c'est la responsabilité de chacun des chefs d'établissement. C'est aussi comment on évalue le trouble à l'ordre public. Ça dépend évidemment des propos qui sont tenus, de l'environnement. Est-ce qu'il y a des risques de groupuscules qui peuvent se mobiliser aux alentours du meeting ou pas? Donc c'est au cas par cas, évidemment. On passe à l'Europe, Nathalie? Oui, cette semaine, on a eu un discours, celui de Marco Rubio, qui a été diversement interprété. Certains comme une espèce de contrepoison à celui de J. Vance, c'est-à-dire qu'en gros, il revenait sur toutes les critiques qu'on avait pu prendre de plein fouet. On l'écoute un instant. Nathalie vous pose une question juste après. Je suis ici aujourd'hui pour affirmer clairement que l'Amérique trace la voie d'un nouveau siècle de prospérité et qu'une fois de plus, nous voulons le faire ensemble. Avec vous, nos précieux alliés et nos plus vieux amis. Est-ce que ça veut dire qu'il a changé? Enfin, c'est-à-dire que la philosophie des États-Unis a changé? Ou alors est-ce que ça veut dire, comme le disait Aurore Lalucq hier sur ce plateau, que là, on a simplement un monstre avec un visage d'ange? Le ton a changé, mais la finalité, absolument pas. Marco Rubio, il est allé dans la foulée voir l'un de ses alliés, Viktor Orban. Viktor Orban, dont on sait qu'il est le modèle de Donald Trump et des MAGA, parce qu'il a construit cette démocratie illibérale, qu'il sape l'état de droit dans son propre pays. On le voit d'ailleurs à l'image. C'est tout, effectivement, cette Ça veut dire qu'il veut des Orban partout en Europe? Il veut des Orban partout en Europe, et c'est inscrit dans la stratégie de sécurité nationale américaine, un document officiel de l'autorité américaine qui dit très clairement on va s'appuyer sur ceux qui détestent l'Union européenne, qui veulent la détruire en Europe. Mais vous comprenez quoi de cette stratégie? Notre modèle démocratique. Ils vont s'en aller, ils vont c'est plus que s'en aller. Décider de ne plus nous défendre, parce qu'il y a le document et puis il y a ensuite la coulisse diplomatique. Qu'est-ce que vous avez compris sur l'article 5, par exemple? Il y a encore une garantie de solidarité au sein de l'OTAN des Américains ou pas? Il y a la menace qui est parfois à peine voilée
de quitter le territoire de l'Union européenne. Et évidemment, quand vous êtes État balte ou quand vous êtes en Roumanie, ça n'a pas la même incidence où l'enjeu est majeur. Et donc, il y a ce jeu-là qui est extrêmement malsain. C'est pas seulement nous quitter, c'est les tarifs douaniers. C'est les menaces sur tous les fronts, sur la guerre au Groenland. Effectivement, c'est les attaques sur notre modèle démocratique, c'est les attaques sur le DSA et le DMA, cette régulation des géants du numérique qu'on a mise en place pour faire que ce qui est interdit dans la vraie vie soit aussi interdit sur les réseaux sociaux. Donc c'est tout ça. C'est le diagnostic, la stratégie MAGA pour détruire la démocratie, nous affaiblir, parce que Donald Trump, il déteste l'Europe. C'est ce machin de 27 États, petits États, qui essaient de peser dans les affaires du monde. Et puis, c'est ces États qui défendent un modèle démocratique dont il ne veut plus pour son propre pays. On voit à quel point, aujourd'hui, il est en train d'abattre la démocratie aux États-Unis. Alors, ça, c'est le constat. Il est implacable. Il est parfois même terrifiant. Pour riposter, il faut se réveiller et surtout être unis. Regardez l'état du couple franco-allemand. Macron-Merz, c'est terminé, on a l'impression. Sur la préférence européenne en matière d'achat d'armes, c'est nine. Sur le grand emprunt européen d'Emmanuel Macron pour financer les investissements, c'est nine. Et puis, il regarde déjà du côté de l'Italie, le chancelier, on l'a vu avec Meloni. Il dit on ne peut pas leur faire confiance, ils ont des déficits abyssaux. Et puis, si c'est le RN qui gagne, alors là, on ne pourra plus regarder vers la France. Donc... Vous avez le diagnostic, vous n'avez pas la solution, mais vraiment pas. Alors d'abord, les tensions ou les divergences de vue entre la France et l'Allemagne ne sont pas nouvelles. Je vais vous donner un exemple assez récent, le plan de relance en 2020. Emmanuel Macron appelle à un plan de relance massif au lendemain de la crise sanitaire. Première réaction de l'Allemagne, non. Et puis ensuite, on se met autour de la table et on arrive à ce plan de relance de 750 milliards d'euros. Mais là, on y est dans la crise déjà. Ce que je note quand même, c'est que Friedrich Merz, quand il est arrivé en responsabilité il y a un an, il a dit « Je n'aurais jamais cru dire ça de ma vie, mais il faut qu'on devienne indépendant des États-Unis ». C'était complètement nouveau. Et il a lancé, par les mots, à ce stade, je trouve que les actions manquent aujourd'hui, depuis, il a été une stratégie d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Moi, je suis confiante dans la relation franco-allemande. Je déplore effectivement que Merz préfère s'allier à Meloni en ce qui concerne le futur de l'Union européenne. Sur l'Europe. En fait, vous avez aussi la réalité de la vie politique allemande. Quand on parle d'investissement en commun, de dette en commun, évidemment, il y a quelque chose qui est très réfractaire aussi dans le débat public européen. Moi, ce que je crois, c'est que le chancelier Merz, le président de la République doivent et le feront, se remettre autour de la table pour trouver le chemin de l'indépendance européenne. À la fin, ils disent la même chose. Mais on a encore il faut aller vers l'indépendance européenne. Nous. Oui. Nous, les Français, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, en gros, on a l'impression, alors pour l'Ukraine, il y a eu tous les efforts qui ont été faits, mais on a l'impression qu'on pèse de moins en moins et qu'on ne peut plus être moteur. On ne peut pas plus être moteur parce que c'est une fin de mandat, et une fin de mandat qui se finit difficilement. Alors ou statiquement. Pour discuter avec les partenaires européens, l'ensemble des premiers ministres européens, mes collègues parlementaires au Parlement européen, je peux vous dire que les Européens et nos partenaires attendent toujours la France. Que, évidemment, ils ont conscience de la difficulté de la situation politique nationale aujourd'hui, mais qu'ils continuent d'attendre les initiatives d'Emmanuel Macron. Chacun de ces discours est scruté. Je reprends l'exemple de Davos. L'initiative de la coalition des volontaires qu'il a mise en place il y a un an, qui a été un succès avec Keir Starmer. Donc, il y a cette dynamique-là qui existe. Sur la préférence européenne. Vous en parliez tout à l'heure. C'est les achats d'armes en Europe. Ouais, nous, alors, le président de la République, depuis 2017, se bat pour l'autonomie stratégique. Nous, au Parlement européen, depuis 2019, on se bat également. Il a fallu attendre, grosso modo, 2022 et l'invasion russe en Ukraine pour commencer à ce que les lignes bougent sur cette question. Mais si peu. Et aujourd'hui, à cause de Donald Trump, les lignes bougent et ce qui était une idée française devient quelque chose qui est assumé par l'ensemble de nos partenaires européens. Si on nous donne raison dans 50 ans ou dans 200 ans et que l'Ukraine est entièrement envahie par la Russie, on dira on l'a bien dit, on aurait dû faire... Aujourd'hui, le vice-président de la commission exécutive de la Commission européenne, il s'appelle Stéphane Séjourné, il est français et il porte l'idée de la préférence européenne. La présidente de la Commission européenne, elle reprend l'idée de préférence européenne. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il va falloir mener la bataille et qu'elle va être difficile. Maintenant, c'est un mot... Les lignes bougent, vous dites, mais c'est vrai que là, tout de suite maintenant, on n'est pas à la table des négociations. Les négociations sur l'Ukraine ont repris à Genève, on n'y est pas. Et pourtant, là, Emmanuel Macron avait ce rôle un tout petit peu de porte-parole au nom des 27 pour se s'installer, puisqu'il n'a jamais été présent, l'Europe n'a jamais été présente, à la table des négociations. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement humilié, sachant qu'on est maintenant les premiers contributeurs en aide militaire, en soutien à l'Ukraine ?
Alors, si les Européens ne sont pas autour de la table des négociations, ça dit quoi? Ça dit que et Donald Trump et Vladimir Poutine ne veulent pas de paix. On le savait déjà, puisque la paix ne pourra pas se faire sans les Européens. La paix, elle ne pourra se faire qu'avec l'accord des Ukrainiens et avec l'accord des Européens qui seront là pour assurer les garanties de sécurité. Et on voit bien le jeu et de Donald Trump, qui a une politique erratique vis-à-vis de Vladimir Poutine, et le jeu de Vladimir Poutine, qui prétend qu'il veut la paix, mais qui, sur le mois de janvier, a lancé 91 missiles balistiques dans l'Ukraine. Dans cette configuration-là, reparler à Poutine, c'était la bonne idée, comme l'a souhaité Emmanuel Macron, en envoyant son conseiller diplomatique à Moscou. Bon, à chaque fois qu'il y a une initiative qui est prise par le président de la République, il y a de la coordination et de la concertation. Donc, et avec Volodymyr Zelensky avec les Européens. Et avec les partenaires européens. Aujourd'hui, la réalité, c'est que Donald Trump parle à Vladimir Poutine. L'enjeu maintenant, c'est d'affaiblir et de forcer Vladimir Poutine à venir à la table des négociations avec la volonté d'aller à la paix. Et pour ça, il faut aider l'Ukraine. C'est l'objet du paquet de 90 milliards d'euros de prêts qu'on a voté la semaine dernière au Parlement européen. J'ajoute au passage que l'extrême droite française, le Rassemblement national, n'a pas soutenu ce vote. L'extrême gauche non plus. Ne pas soutenir ce vote, c'est ne pas contribuer à renforcer l'Ukraine et donc c'est être dans le camp de Vladimir Poutine. Il faut encore le redire. Voilà la pour position vous, Jordan du Rassemblement Bardella national. est l'allié de Poutine. Mais absolument. Si vous ne contribuez pas à renforcer l'Ukraine aujourd'hui, vous êtes de facto dans le camp de Vladimir Poutine. Donc il faut, renforcer l'Ukraine et deux, continuer à sanctionner le plus possible le régime de Poutine pour assécher son économie. Et il faut avoir un candidat aussi pour à la table des affronter les échéances à venir. Oh mon Dieu, quelle liaison. Nathalie Saint-Cricq. On se dit qu'avec tout ce que vous venez de nous dire qui justifierait une prise en main des choses avec une situation politique calme, on n'a jamais eu autant de candidats et jamais eu autant de clarté sur pourquoi faire. Notamment sur la situation internationale qui risque d'être un enjeu. Est-ce que vous ne déplorez pas que dans votre camp, même si on a du mal quelquefois à le délimiter, il n'y ait pas une accélération, mais plutôt des confrontations et de la concurrence? Alors, c'est une élection qui sera... Chaque élection présidentielle est importante, évidemment, mais celle-ci, elle sera majeure, parce que ce sera le temps à l'échelle internationale, compte tenu des défis, des lignes qui bougent, ce sera le temps du choix des alliances. L'unité du monde occidental derrière les États-Unis, c'est terminé. Et l'enjeu du prochain président de la République, ce sera un choix stratégique. Est-ce qu'on veut quelqu'un qui s'invite et s'inscrive dans l'international réactionnaire décrit par le président de la République, avec Trump, Poutine, Viktor Orban, ou est-ce qu'on veut un président de la République... les Français l'ont bien compris. Oui, mais c'est important de le Comment rappeler. on départage Et moi, je le vois tous les jours au Parlement européen, les alliés de Marion Maréchal-Le Pen... Vous avez vu Valérie Pécresse, dont vous êtes assez proche politiquement, qui dit qu'il faut faire une grande primaire très large. Alors, deux choses. Avant l'été. Alors, je pense qu'il y a d'abord le qui, évidemment, c'est important, mais il y a le quoi. Oui, mais on nous dit toujours qu'il faut le quoi avant le qui. Et puis au finish, c'est le qui entraîne le quoi. Oui, mais alors, donc, deux choses. Moi, je vois aujourd'hui un parti et un responsable politique, un chef de parti qui travaille sur le quoi. C'est Renaissance, le parti, et c'est Gabriel Attal en tant que chef de parti. Qui est assez étoffé, si j'ose dire, pour pouvoir affronter Donald Trump et Vladimir Poutine. Alors, qui déjà, depuis en particulier Arras et l'idée de Nouvelle République, veut proposer un projet pour les Français. Je crois d'ailleurs qu'il va falloir qu'on travaille sur le modèle social, en tenant compte évidemment de l'enjeu de la dette qui est insoutenable et des enjeux démographiques, et puis des enjeux internationaux. Évidemment, ça va être une élection majeure sur cette question-là. Ça se jouera à quoi, au sondage? Alors, je pense Édouard Philippe, lui aussi, ça l'intéresse. Je pense Il y a beaucoup de gens que ça intéresse. À ce stade, la question du qui et de comment, elle est prématurée. Évidemment que ça arrivera au moment venu. Moi, je pense après les municipales. En tout cas, pas avant les municipales. On sait tous qu'une fois que les municipales seront terminées, chacun va accélérer. Vous avez une idée personnelle, une préférence, sur quelque chose que vous trouvez plus démocratique ou plus juste. Parce que faire en fait une primaire sondagière, c'est-à-dire aller prendre celui qui est le mieux placé simplement avec les sondages, ça paraît peut-être un peu... D'abord, vraiment, j'insiste, il faut que chacun définisse un projet. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de projet clair qui est dessiné. C'est beaucoup trop tôt aujourd'hui. On verra et vous croyez avant qu'il y a beaucoup de l'été et après l'été. Gabriel Attal, Gérald Darmanin, s'il est candidat, Édouard Philippe, je ne sais pas s'il l'est, mais il le sera. Vous pensez qu'il y aura beaucoup... Il est déjà. Je peux vous dire que je vois des propositions arriver sur la table de la part de Renaissance de Gabriel Attal. J'en vois pas par ailleurs jusqu'à présent. D'accord. Et je peux vous dire que vous soutenez Gabriel Attal, avec le parti, on travaille évidemment pour le projet pour la France en 2027 et au-delà. Ensuite, les modalités de départage, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Moi, personnellement, je vous le dis, je pense qu'il ne faut rien exclure, y compris la question de la primaire. Mais quand vous avancez... Y compris ouvert. Alors,
Très ouverte. Mais c'est la question. Ouverte à qui? Retailleau, au centre. le demande. Mais alors, une primaire ouverte, ça veut dire on partage un projet, on partage des valeurs. Moi, aujourd'hui, je vois l'alliance... celui qui gagne. Absolument. Et moi, je vois LR se rapprocher de plus en plus de LR du Rassemblement national. Je le vois ensemble. Je le vois au Parlement européen. C'est ça la réalité politique à LR. Donc, on a un sujet de valeur. Donc, ça reste et là assez encore, je le confus, redis. tout ça. Non, c'est pas confus. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Et on verra dans les prochains mois. C'est la fin de cette interview. Les derniers arbitrages, chacune des présidentielles, je pense à 2027, ils se sont faits plus tard. C'est la fin de cette interview. En quelques secondes, la grande proposition choc de Gabriel Attal, pour ceux qui nous regardent. Ah ben, on y travaillera. Je vais pas Joker le projet. Merci beaucoup. Merci Valérie Ayé et merci à vous Nathalie Saint-Cric et merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite le journal du Monde, suivi des informés. Excellente soirée sur France Info.